Clara Desmarais menait une existence discrète, travaillant comme serveuse dans un café parisien où le quotidien semblait immuable. Sous ses sourires polis se cachait pourtant une douleur profonde, l'ombre de sa grand-mère Élisabeth, inventrice visionnaire dont les découvertes avaient été usurpées par de puissants intérêts. Cette trahison, jamais réparée, avait marqué l'histoire familiale d'une cicatrice indélébile. Clara avait grandi avec ce poids, persuadée que la vérité resterait à jamais ensevelie. Mais une rencontre inattendue bouleversa sa vie. Un soir, Gabriel Morel, PDG d'un empire industriel, franchit les portes du café. Leur échange, d'abord anodin, fit ressurgir un passé qu'elle croyait oublié. Derrière l'élégance et l'assurance de cet homme se cachait un lien troublant avec l'histoire d'Élisabeth. Peu à peu, Clara découvrit que le destin avait placé sur sa route celui qui détenait les clés de ce mystère. Ensemble, ils se lancèrent dans une quête périlleuse où chaque révélation les exposait davantage à des forces déterminées à les réduire au silence. Entre héritage familial, quête de justice et sentiments naissants, Clara et Gabriel allaient devoir choisir, se laisser briser par les mensonges ou bâtir un avenir guidé par la vérité et l'amour. Clara Desmarais menait une vie simple, rythmée par le tintement des tasses et l'odeur persistante du café fraîchement moulu. Chaque matin, avant que le soleil ne perce le ciel gris de Paris, elle enfilait son tablier et rejoignait le petit bistrot du 11e arrondissement où elle travaillait depuis 3 ans. À 26 ans, elle s'était habituée à cette existence répétitive, à ce rôle discret qui la rendait presque invisible dans l'agitation citadine. Les clients la connaissaient comme une serveuse polie, rapide et efficace, toujours prête à offrir un sourire en plus d'un cappuccino. Mais derrière cette façade calme et ordonnée se cachait un fardeau silencieux, un héritage brisé qui l'habitait depuis son enfance. Dans son appartement minuscule, niché au dernier étage d'un vieil immeuble, les souvenirs de sa grand-mère Élisabeth occupaient chaque recoin. Les photographies jaunies, les carnets abîmés et quelques objets mécaniques témoignaient d'un passé douloureux. Élisabeth avait été une inventrice brillante, passionnée par les technologies mécaniques. Son rêve était de transformer le monde grâce à ses créations. Mais ses travaux avaient été volés par des puissances économiques plus fortes qu'elle. Son nom avait été effacé, son héritage dérobé. Clara avait grandi avec ces récits de trahison que sa grand-mère lui confiait au coin du feu, le soir, dans la petite maison où elle passait ses vacances d'enfant. Elle n'avait jamais su tous les détails, mais elle se souvenait de la douleur dans les yeux d'Élisabeth lorsqu'elle murmurait qu'on lui avait volé sa vie. Depuis ce jour, Clara avait juré de ne jamais se laisser écraser par quiconque. Pourtant, sa propre existence semblait figée. Elle travaillait sans passion, répétant chaque journée comme une mécanique bien huilée. Ses amis d'enfance avaient quitté Paris pour des carrières brillantes ou des aventures lointaines. Elle, en revanche, restait prisonnière d'un quotidien monotone, comme si elle n'était destinée qu'à vivre dans l'ombre des autres. Chaque soir, en rentrant dans son petit appartement silencieux, elle sentait monter en elle une frustration sourde, une colère muette contre le monde injuste qui avait brisé la vie d'Élisabeth et qui l'empêchait, elle aussi, de rêver. Ce lundi de novembre ne semblait pas différent des autres. Le ciel bas et chargé de nuages gris pesait sur la ville. Clara, emmitouflée dans son manteau trop large, se rendait au café en traînant légèrement les pieds. Dès qu'elle franchit la porte, l'ambiance familière l'accueillit, l'odeur du pain chaud, le cliquetis des assiettes, les voix des habitués qui discutaient des nouvelles du jour. Elle salua d'un signe de tête Monsieur Leroux, le patron, un vieil homme bourru au cœur généreux, puis commença son service en disposant les couverts avec une précision presque mécanique. Son esprit, pourtant, vagabondait ailleurs. La veille, elle avait longuement contemplé le portrait d'Élisabeth accroché au mur de sa chambre. On la voyait, jeune et déterminée, posant devant un appareil étrange, mélange de machine à écrire et de boîte à engrenages. Clara se demanda encore une fois pourquoi personne n'avait jamais reconnu son génie. Pourquoi le monde oubliait toujours les gens honnêtes, alors que les puissants se couvraient de gloire avec le travail des autres. En servant un café crème à un client, Clara surprit la conversation de 2 hommes d'affaires assis près de la fenêtre. Leur voix basse parlait d'acquisitions, de brevets rachetés et de procès étouffés. Ces mots réveillèrent en elle une douleur ancienne. Elle détourna les yeux, mais un frisson glacé lui parcourut l'échine. Était-ce là la mécanique du monde? Tout acheter, tout écraser, sans jamais rendre de compte? Elle n'était pas naïve. Elle savait que derrière les façades élégantes de Paris se cachaient des histoires sombres, mais elle n'imaginait pas que son chemin croiserait un jour celle de ce monde corrompu. Pourtant, ce soir-là, sa vie allait basculer. En fin de service, alors que la lumière du jour déclinait, un homme franchit la porte du café. Grand, élégant, vêtu d'un manteau sombre, il avançait avec une assurance silencieuse. Ses yeux scrutèrent la salle avant de se poser sur Clara. Elle sentit son cœur battre plus vite sans comprendre pourquoi. Elle s'approcha avec son carnet de commandes. « Bonjour monsieur, que puis-je vous servir ?» demanda-t-elle. Il esquissa un sourire discret et répondit d'une voix grave. « Un expresso, bien serré. » Sa voix résonna en elle comme une note inattendue. Clara nota la commande, sans se douter que ce geste anodin marquait le début d'un récit qui changerait sa vie. Cet homme s'appelait Gabriel Morel. Il allait devenir à la fois son allié, son danger et son destin.
Clara ne le savait pas encore, mais à cet instant, son quotidien venait de voler en éclats. L'expresso fumait doucement dans la tasse blanche que Clara venait de déposer devant le client mystérieux. Elle avait servi des hommes élégants auparavant, des cadres pressés ou des commerçants aisés, mais celui-ci avait quelque chose de singulier. Son allure dégageait une puissance silencieuse, une assurance qui semblait imprégner chacun de ses gestes. Pourtant, derrière cette maîtrise parfaite, Clara devinait une ombre, une inquiétude dissimulée au fond de ses yeux. Il la remercia d'une voix grave, presque distraite. Clara esquissa un sourire poli et s'apprêta à retourner derrière le comptoir, mais avant qu'elle n'ait fait un pas, il l'interpella. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» La question, d'apparence banale, la surprit. Rarement les clients s'intéressaient à elle autrement que pour leurs commandes. Elle répondit avec prudence qu'elle était là depuis 3 ans et que, malgré la modestie du lieu, elle appréciait l'ambiance. L'homme hocha la tête, comme absorbé par des pensées plus larges que leur simple échange. Intriguée malgré elle, Clara resta un instant immobile, mais se força à se détourner pour ne pas paraître troublée. Au même moment, Monsieur Leroux sortit de la réserve. Ses yeux se figèrent sur l'homme assis au fond, et une nervosité inhabituelle se peignit sur son visage. Il s'essuya les mains sur son tablier déjà propre, comme si un réflexe l'agitait. Clara remarqua son malaise et l'interrogea à voix basse. « Vous le connaissez ?» Le vieil homme se pencha légèrement vers elle et répondit avec un respect teinté de crainte. Bien sûr qu'il le connaissait. C'était Gabriel Morel. Le nom résonna dans l'esprit de Clara comme un écho. Elle avait déjà entendu parler de lui. C'était le PDG d'un immense conglomérat industriel, un homme de pouvoir souvent cité dans les journaux économiques. Elle se souvenait avoir vu son visage dans des articles, entouré de titres vantant son ascension fulgurante, ou d'autres plus critiques parlant de ses acquisitions agressives et de ses méthodes contestées. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour il franchirait la porte de ce café de quartier. La curiosité se mêlait désormais à l'appréhension. Que faisait un homme de son envergure dans un lieu aussi simple ? Gabriel, plongé dans ses papiers, semblait indifférent au regard qui se posait sur lui. Ses mains, longues et assurées, tournaient les pages d'un dossier épais, couvert de logos d'entreprises inconnues pour Clara, mais dont les noms imposaient une certaine gravité. Elle s'éloigna, tout en gardant un œil discret sur lui. Lorsque la salle se vida un peu, Gabriel releva enfin les yeux vers elle. Son regard s'attarda, comme s'il cherchait quelque chose dans ses traits. Puis, d'une voix mesurée, il lâcha une phrase qui la déstabilisa. « Vous ressemblez à quelqu'un. » Clara, surprise, lui demanda à qui. « À une femme que j'ai vue sur une vieille photo. Une inventrice, je crois. Desmarais, si ma mémoire est bonne. » Le souffle de Clara se coupa net. Son cœur s'emballa. Comment cet homme pouvait-il connaître ce nom ? Elisabeth Desmarais, sa grand-mère, n'était pas une figure reconnue publiquement. Son travail avait été volé, son nom effacé. Peu de gens savaient encore qui elle était. Clara, la voix tremblante, murmura que c'était sa grand-mère. Gabriel parut troublé à son tour. Ses yeux, jusqu'alors durs et concentrés, s'adoucirent un instant. Il souffla comme pour lui-même que le destin avait parfois un sens de l'ironie. Clara n'eut pas le temps de demander ce qu'il voulait dire. Le téléphone de Gabriel vibra. Il décrocha aussitôt. Clara, attentive malgré elle, perçut des bribes de conversation. Des mots comme « actionnaire »,« menace » et « tribunal ». L'expression de son visage se durcissait à mesure qu'il écoutait. Lorsqu'il raccrocha, il posa quelques billets sur la table et se leva. « Merci pour le café », dit-il en se dirigeant vers la sortie. Il s'arrêta toutefois une seconde, ses yeux croisant de nouveau ceux de Clara. Il y avait dans ce regard quelque chose de plus profond, un mélange étrange de regrets et de promesses, comme s'il savait déjà que leur rencontre ne s'arrêterait pas là. « Nous nous reverrons », ajouta-t-il simplement, avant de disparaître derrière la porte. Clara resta figée, le carnet de commandes serré entre ses doigts. 1000 questions tourbillonnaient dans son esprit. Comment Gabriel connaissait-il le nom de sa grand-mère ? Pourquoi parlait-il d'elle comme d'une femme dont il avait étudié les travaux ? Et que signifiait cette promesse énigmatique ? Elle ignorait encore que ce moment, en apparence anodin, venait d'ouvrir une brèche irréversible dans son existence. Une brèche par laquelle allait s'engouffrer la vérité, le danger et un lien inattendu avec l'homme qui venait de franchir cette porte. Gabriel Morel n'était pas un simple client de passage. Clara le pressentait déjà, même sans pouvoir l'expliquer. Il était la clé d'un passé que sa famille croyait à jamais enterré. Le lendemain matin, Clara se réveilla avec la sensation étrange qu'un fil invisible venait d'être tiré dans sa vie ordinairement monotone. Les images de la veille la hantaient encore, le regard intense de Gabriel Morel, le nom de sa grand-mère prononcé comme une évidence et cette promesse troublante qu'il avait laissée derrière lui, « Nous nous reverrons ». Assise sur son lit défait, les yeux fixés sur la photo d'Elisabeth accrochée au mur, Clara s'interrogeait. Comment un homme comme Gabriel pouvait-il connaître le nom de sa grand-mère ? Était-ce une simple coïncidence ou bien le signe que l'histoire de sa famille n'était pas aussi effacée qu'elle l'avait toujours cru ? Quand elle arriva au café, elle se sentit nerveuse, attentive aux moindres détails. Chaque client qui franchissait la porte lui rappelait la présence imposante de Gabriel, mais il ne revint pas ce jour-là. L'agitation habituelle lui paraissait étrangement fade. À la pause de midi,
Elle céda à sa curiosité et sortit son téléphone. Elle tapa « Gabriel Morel » dans la barre de recherche et découvrit une avalanche d'articles. PDG d'un conglomérat multinational, il contrôlait des entreprises dans l'énergie, la technologie et la finance. La presse saluait sa réussite exceptionnelle, mais d'autres voix plus critiques évoquaient des méthodes opaques. Rachats agressifs, procès étouffés, soupçons de corruption. Jamais rien n'avait pu être prouvé, mais l'ombre de la suspicion planait autour de lui. Clara frissonna. L'homme qui avait prononcé le nom de sa grand-mère appartenait à un monde où le pouvoir se nourrissait souvent d'injustice. Était-ce le hasard, ou bien un fil reliant directement Gabriel à l'injustice qui avait marqué sa famille? Dans l'après-midi, elle interrogea discrètement Monsieur Leroux. Elle voulait savoir si lui aussi avait remarqué quelque chose. À voix basse, elle lui demanda s'il savait que Gabriel connaissait sa grand-mère. Le patron la dévisagea, étonné, puis haussa les épaules. « Ta grand-mère? Non. Comment le saurait-il » Clara expliqua qu'il avait prononcé son nom, celui d'Elisabeth Desmarais, comme s'il connaissait son histoire. Leroux fronça les sourcils et soupira. « Fais attention, ma petite. Ces gens-là vivent dans un autre monde. Tu n'as rien à gagner à chercher trop loin. » Clara hocha la tête mais n'écouta pas vraiment. Les paroles de son patron résonnaient comme un avertissement, mais son instinct criait le contraire. Elle sentait que Gabriel détenait une vérité qu'elle ne pouvait pas ignorer. Le soir venu, de retour dans son appartement, elle ouvrit la vieille boîte en fer qu'elle conservait précieusement dans son armoire. À l'intérieur se trouvaient les carnets et les lettres de sa grand-mère. Elle les avait feuilletés 1000 fois, mais cette nuit-là, ses yeux se posèrent sur une phrase qu'elle n'avait jamais remarquée. « On m'a volé mon projet. Un homme a trahi ma confiance et a vendu mes plans à une société qui a fait fortune. Je ne peux rien prouver, mais je ne pardonnerai jamais. » Clara sentit ses mains trembler. Elle avait toujours entendu parler de cette trahison, mais la voir couchée sur le papier de la main d'Elisabeth donnait une force nouvelle à ses souvenirs. Une société, une fortune bâtie sur le vol. Cette pensée la poursuivit toute la nuit. Elle rêva de couloirs sombres, de portes verrouillées, et le visage de Gabriel apparaissait sans cesse, à la fois protecteur et menaçant. Le lendemain, elle ne put s'empêcher de pousser ses recherches. Entre deux services, elle retourna sur son téléphone et fouilla dans les archives en ligne. Elle découvrit qu'une filiale du groupe Morel avait breveté, dans les années 1980, un dispositif ressemblant étrangement au croquis d'Elisabeth. Le doute se transforma en certitude glaçante. L'empire de Gabriel était peut-être bâti sur l'héritage volé de sa grand-mère. Son cœur battait la chamade. Devait-elle le confronter? Devait-elle garder le silence, de peur de déclencher une tempête qui la dépasserait? La voix de Leroux résonnait encore dans son esprit, lui conseillant de rester à l'écart. Mais la colère montait en elle, nourrie par des années de silence. Ce soir-là, alors qu'elle rangeait les dernières tasses, la clochette de la porte retentit. Clara leva les yeux et son souffle se coupa. Gabriel Morel se tenait là, imposant dans son manteau sombre. Il s'avança lentement, son regard fixé sur elle. Quand il parla, sa voix avait une gravité nouvelle. « Nous devons parler. » Clara resta figée, le cœur battant. Les doutes, la peur et la curiosité s'entremêlaient en elle. Elle comprit que cette conversation allait changer le cours de sa vie. Le café était fermé depuis longtemps, mais Clara et Gabriel restaient à l'intérieur, seuls face à une atmosphère lourde. Les chaises retournées sur les tables et l'odeur de café froid donnaient à la pièce une impression de huis clos. Gabriel avait cette expression tendue qui précédait toujours une révélation importante. Clara, le souffle court, attendait qu'il parle. Il finit par sortir de sa sacoche un dossier jauni par le temps et le posa doucement sur la table. La couverture cartonnée semblait presque fragile. Sa voix résonna grave et lente lorsqu'il annonça que ce qu'il s'apprêtait à lui montrer n'avait jamais quitté les archives d'entreprise. Si quelqu'un découvrait qu'il l'avait partagé, il risquait bien plus que sa réputation. Clara posa les mains sur la couverture. Ses doigts tremblaient légèrement, mais ses yeux brûlaient d'impatience et de peur mêlée. Elle le pria d'ouvrir le dossier. Gabriel tourna les premières pages. Clara découvrit la photo de sa grand-mère, jeune, souriante, posant devant une de ses machines. Le titre d'un article ancien parlait d'une inventrice prometteuse, ce qui fit naître en elle un pincement au cœur. Mais les documents suivants racontaient une toute autre histoire. Des lettres internes évoquaient son projet comme un potentiel énorme qu'il fallait exploiter rapidement, avant qu'elle ne trouve d'autres partenaires. Certaines phrases glaçaient Clara, proposez-lui un contrat. Si elle refuse, envisagez une appropriation discrète. Elle passa ensuite à un procès-verbal de 1981 qui confirmait ses pires craintes, acquisition confirmée. Les brevets de l'invention sont désormais enregistrés au nom de J. Valcourt. Clara murmura ce nom comme un poison. Gabriel confirma que Jean Valcourt, ingénieur ambitieux mais sans réel talent, avait présenté les plans d'Elisabeth comme les siens. En échange, il avait gravi les échelons et inscrit son nom dans les manuels d'ingénierie comme un pionnier. Toute la gloire, toute la reconnaissance, tout avait été volé. Ses poings se serrèrent. La colère et la douleur montaient en elle comme une vague brûlante. Elle continua à lire. Les rapports parlaient d'Elisabeth comme d'un obstacle, d'une source de nuisance à éliminer discrètement. On évoquait même la nécessité de discréditer ses prétentions.
Clara porta une main à sa bouche, bouleversée. Ils ne s'étaient pas contentés de lui voler son travail. Ils avaient aussi cherché à l'effacer, à la briser moralement. Gabriel observait son trouble en silence, respectant sa douleur. Puis il sortit une petite enveloppe enfouie au fond du dossier et la posa devant elle. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite par Elisabeth, jamais envoyée. L'écriture tremblait mais ferme résonna dans le cœur de Clara. Sa grand-mère y racontait qu'on lui avait pris ses travaux et son avenir, mais qu'elle avait conservé une copie. Elle avait caché les preuves sous un nom de code, le dossier Equinox. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. Lire ces mots, les véritables mots d'Elisabeth, donnait à sa quête une réalité qu'elle n'avait jamais ressentie. Le dossier existait, c'était une promesse laissée pour ceux qui viendraient après elle. Gabriel confirma que ce dossier, s'il refaisait surface, détruirait la réputation de ceux qui avaient bâti leur fortune sur ce vol. Mais il ajouta que ce secret avait été protégé pendant 40 ans par des personnes prêtes à tout pour l'enterrer. En le cherchant, Clara risquait sa vie. Elle releva la tête avec détermination. Peu importaient les dangers, sa grand-mère avait souffert toute sa vie en silence. Elle, au contraire, se refusait à la laisser sombrer une seconde fois dans l'oubli. Sa voix tremblante mais ferme résonna dans la salle. Elle trouverait ce dossier. Gabriel la regarda longuement. Son visage impassible trahissait pourtant une émotion rare, presque un respect. Il lui rappela qu'elle devait être certaine de son choix, car à partir de maintenant, il n'y aurait pas de retour possible. Clara referma l'enveloppe doucement et glissa la photo d'Elisabeth dans sa poche comme pour garder sa force avec elle. Le soir, dans la solitude de sa chambre, elle fixa longuement ce portrait. Elle murmura une promesse à voix basse, presque comme une prière. Elle découvrirait la vérité et réhabiliterait son nom. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Clara sentit que sa vie avait enfin un but. Elle n'était plus seulement une serveuse effacée dans un café parisien. Elle devenait l'héritière d'un combat, prête à poursuivre la bataille qu'Elisabeth avait dû abandonner. Le café bourdonnait comme à son habitude. Les voix des clients se mêlaient au tintement des tasses, mais Clara ne parvenait pas à se concentrer sur son service. Les révélations de la veille tournaient dans son esprit, la privant de toute tranquillité. Sa grand-mère avait bel et bien été trahie, et Gabriel, cet homme dont elle ne savait pas encore s'il était allié ou ennemi, en savait beaucoup plus qu'il ne voulait bien l'admettre. Lorsqu'il franchit la porte du café ce jour-là, Clara sentit son cœur battre plus fort. Elle n'était plus intimidée comme lors de leur première rencontre. Cette fois, elle avait décidé d'obtenir des réponses. Gabriel s'installa à sa table habituelle, son manteau sombre parfaitement ajusté, son regard tranquille mais attentif. Clara s'avança sans hésitation et posa un expresso devant lui d'un geste rapide. Sa voix était plus sèche que d'ordinaire lorsqu'elle lança qu'il n'avait même pas besoin de commander. Gabriel leva un sourcil, amusé par son ton inhabituel. Il lui fit remarquer qu'elle n'avait plus l'air de jouer le rôle de la serveuse polie. Clara croisa les bras, les yeux fixés sur lui. Elle n'avait plus envie de jouer. Ce qu'elle voulait, c'était des réponses. Elle le défia du regard et lui demanda pourquoi il avait choisi de garder le silence tout ce temps. S'il savait que sa grand-mère avait été spoliée, pourquoi n'avait-il rien fait? Pourquoi, lui qui avait tant de pouvoir, avait-il préféré protéger un empire construit sur un mensonge plutôt que de rétablir la vérité? Gabriel resta silencieux quelques secondes, comme pour choisir ses mots. Il finit par avouer qu'il n'avait pas ce pouvoir. Le groupe qu'il dirigeait n'était pas une simple entreprise mais un empire bâti sur des alliances fragiles. Remettre en question ses fondations, c'était risquer une guerre économique et politique qui aurait dépassé sa seule volonté. Clara sentit la colère monter. Il protégeait donc ses intérêts plutôt que de rendre justice? Mais Gabriel la regarda droit dans les yeux et lui rappela que rien n'était jamais simple. Elle pensait qu'un PDG pouvait, d'un geste, réécrire l'histoire, mais chaque décision dans son monde était un champ de mine. Même lui, avec son autorité, n'était pas libre. Clara s'approcha de la table, le visage tendu, et déclara qu'elle n'avait rien à perdre. Contrairement à lui, elle n'avait ni empire ni réputation à protéger, seulement la mémoire de sa grand-mère. Sa voix tremblait mais portait une conviction profonde. Gabriel l'observa en silence, puis un éclat de respect traversa ses yeux. Il murmura qu'elle avait le même feu qu'Elisabeth. Cette comparaison la troubla. Elle lui demanda s'il avait connu sa grand-mère. Gabriel répondit que non, mais qu'il avait étudié ses croquis, ses lettres, ses notes. Par elle, il avait eu l'impression de la connaître, et à travers Clara aussi. Clara détourna brièvement les yeux. Elle refusait de se laisser émouvoir. Elle revint à ce qui la hantait, le dossier Equinox. Elle exigea de savoir ce que c'était réellement. À l'évocation de ce nom, Gabriel se figea. Son visage, jusque-là impassible, se durcit. Ses mâchoires se crispèrent et sa voix devint plus tendue. Où avait-elle entendu ce nom? Clara lui répondit qu'il figurait dans les carnets de sa grand-mère, mentionné comme un dernier espoir. Gabriel finit par avouer que ce dossier était la pièce manquante, celle qui prouvait tout. Mais il avait disparu depuis des décennies. Certains disaient qu'il avait été détruit, d'autres qu'il avait été caché. Lui-même pensait qu'il existait encore. Mais le chercher, c'était signer leur arrêt de mort, car ceux qui avaient protégé ce secret pendant 40 ans ne reculeraient devant rien.
Clara sentit un frisson parcourir son dos, mais elle ne détourna pas les yeux. Elle affirma qu'elle n'avait pas peur. Gabriel, penché vers elle, murmura que si elle poursuivait cette quête, elle perdrait peut-être des choses qu'elle aimait, et lui aussi. Un silence lourd s'installa, presque intime. Clara sentit l'adrénaline battre dans ses veines et remarqua la chaleur étrange qui traversait son corps malgré la tension. Pour la première fois, elle vit dans ses yeux non seulement un homme de pouvoir, mais aussi une vulnérabilité inattendue. Elle recula légèrement, reprenant son souffle, puis répondit qu'il devait l'aider. Ensemble, ils pourraient supporter le poids de ce secret. Gabriel la fixa longuement. Enfin, il hocha la tête comme un homme qui acceptait une bataille inévitable. Sa voix grave résonna entre eux. À partir de ce jour, leur vie ne serait plus jamais la même. La pluie battait contre les vitres du café désert. La salle silencieuse baignait dans une lumière tamisée, comme si le monde extérieur s'était effacé pour laisser place à une vérité enfouie. Clara, assise face à Gabriel, sentait que quelque chose de décisif allait surgir. L'homme avait devant lui un dossier épais, jauni par le temps, qu'il caressait du bout des doigts comme s'il portait le poids d'une mémoire dangereuse. Il finit par ouvrir le dossier et le posa entre eux. Sa voix résonna avec gravité. Ce qu'il s'apprêtait à lui montrer n'avait jamais quitté les archives d'une société depuis des décennies. S'il était découvert, il risquait bien plus que sa carrière. Clara sentit ses mains devenir moites. Pourtant, elle était prête. Elle lui demanda d'ouvrir les pages. À l'intérieur, elle découvrit une photographie qu'elle connaissait bien. Sa grand-mère, Elisabeth Desmarais, souriait devant l'un de ses prototypes. Le cliché respirait l'espoir, la détermination et la fierté d'une femme qui croyait encore que ses inventions changeraient le monde. Juste en dessous, un article d'époque titrait « Une jeune inventrice prometteuse, Elisabeth Desmarais ». Clara sentit son cœur se serrer. Mais les pages suivantes brisèrent cette lueur. Des lettres confidentielles s'enchaînaient, signées de directeurs d'entreprises et d'actionnaires. Les phrases la glaçaient, son projet a un potentiel énorme. Nous devons agir avant qu'elle ne trouve d'autres partenaires, ou encore, proposez-lui un contrat. Si elle refuse, il faudra envisager une appropriation discrète. Clara passa rapidement à un procès-verbal de réunion daté de 1981. Ses yeux se fixèrent sur une phrase en particulier, acquisition confirmée. Les brevets de l'invention sont désormais enregistrés au nom de J. Valcourt. Clara répéta ce nom à voix basse, comme s'il avait un goût amer. Gabriel confirma qu'il s'agissait de Jean Valcourt, un ingénieur ambitieux mais sans réel génie. C'était lui qui avait présenté les plans comme étant les siens. En échange, il avait été propulsé dans la hiérarchie et son nom figurait encore aujourd'hui dans les manuels d'ingénierie comme un pionnier. Clara sentit la colère l'envahir. Toute la gloire et toute la reconnaissance qui auraient dû revenir à sa grand-mère avaient été volées par un imposteur. Elle tourna encore les pages et découvrit des notes internes décrivant Elisabeth comme un obstacle gênant, une femme dont il fallait réduire les prétentions. Certains mots suggéraient même une volonté de discréditer publiquement son travail. Elle porta une main à sa bouche pour retenir un sanglot. Ils ne s'étaient pas contentés de voler ses idées, ils avaient aussi voulu la détruire moralement. Gabriel la regardait sans rien dire, laissant à Clara le temps de mesurer l'ampleur de cette trahison. Puis il sortit une petite enveloppe du fond du dossier. À l'intérieur, Clara découvrit une lettre écrite de la main de sa grand-mère. L'écriture tremblée témoignait de la fatigue et de la douleur, mais les mots étaient puissants. Elisabeth racontait qu'on lui avait pris ses travaux et volé son avenir. Mais elle ajoutait qu'elle avait gardé une copie de ses plans et qu'elle l'avait dissimulé. Si un jour quelqu'un cherche la vérité, qu'il trouve le dossier Equinox, écrivait-elle. Les larmes montèrent aux yeux de Clara. C'était la première fois qu'elle lisait un témoignage direct de sa grand-mère sur cette affaire. Ce n'était plus une rumeur familiale ou un souvenir transmis, c'était une preuve vivante. Elle releva la tête et demanda si ce dossier existait encore. Gabriel répondit qu'il y croyait, même si beaucoup affirmaient qu'il avait été détruit. Selon lui, c'était la pièce manquante, celle qui pouvait détruire les héritiers de Valcourt et révéler la vérité. Mais il insista sur le danger. Ceux qui protégeaient ce secret depuis 40 ans ne reculeraient devant rien. Clara serra la lettre contre elle. Sa voix tremblait, mais elle était ferme. Peu importaient les risques. Elisabeth avait souffert toute sa vie à cause de cette injustice. Elle refusait de l'abandonner à l'oubli une seconde fois. Gabriel la contempla longuement. Ses yeux durs s'adoucirent et un respect sincère apparut dans son regard. Il lui rappela qu'elle devait être prête à affronter des forces qui dépassaient tout ce qu'elle connaissait. Mais Clara, déterminée, affirma qu'elle irait jusqu'au bout. Cette nuit-là, de retour chez elle, elle sortit la photo d'Elisabeth de son carnet et la posa sur sa table de chevet. En fixant le visage souriant de sa grand-mère, elle murmura une promesse. Elle trouverait le dossier Equinox. Elle laverait son nom. Pour la première fois depuis longtemps, Clara se sentit reliée à quelque chose de plus grand qu'elle. Elle n'était plus seulement une serveuse perdue dans ses routines. Elle devenait l'héritière d'un combat. Les ombres du passé venaient de se lever. La pluie avait cessé, laissant sur Paris une brume légère qui recouvrait les pavés luisants. Clara avançait vite, son manteau serré autour d'elle. Ses pensées tournaient autour des révélations de Gabriel. Le nom de Valcourt, les preuves de la trahison,
la lettre de sa grand-mère évoquant le mystérieux dossier Equinox, tout cela donnait à sa vie une nouvelle direction. Mais elle savait aussi qu'elle n'était pas de taille à affronter seule un secret protégé depuis 40 ans. Et c'est ce qui la troublait le plus. Elle avait besoin de Gabriel. Le lendemain, ils se retrouvèrent dans une brasserie discrète du quartier latin. Le lieu, aux murs tapissés de livres anciens et à l'odeur de bois ciré, contrastait avec l'atmosphère bruyante du café de Monsieur Leroux. Ici, l'ambiance semblait faite pour les confidences. Gabriel attendait déjà, assis dans un coin reculé, son manteau sombre jeté sur le dossier de la chaise. Clara s'assit face à lui, les mains croisées devant elle. Sa voix était ferme lorsqu'elle lui demanda ce qu'ils allaient faire maintenant. Gabriel l'observa longuement avant de répondre qu'il devait retrouver le dossier Equinox. S'il existait encore, il était la clé de toute l'affaire. Mais le chemin serait dangereux et semé d'embûches. Clara, impatiente, lui rappela qu'ils ne pouvaient pas passer leur temps à tourner autour des secrets. Chaque jour qui passait donnait à leurs ennemis l'avantage. Elle voulait agir vite. Gabriel esquissa un sourire ironique et lui dit qu'elle avait du courage, mais aussi une naïveté qui pouvait leur coûter cher. Clara se redressa et lui assura qu'elle n'était pas naïve, qu'elle savait qu'il y avait des risques mais qu'elle refusait de rester spectatrice. Gabriel soupira et son ton s'adoucit. Il lui expliqua que s'ils formaient une équipe, elle devait accepter ses règles. Son monde fonctionnait selon des codes qu'elle ne connaissait pas. La moindre erreur pouvait leur coûter la vie. Clara fronça les sourcils mais comprit qu'il n'avait pas tort. Elle accepta à contre-cœur, ajoutant toutefois qu'elle ne resterait pas si elle sentait qu'il lui cachait quoi que ce soit. Le pacte fragile se scella ainsi, au milieu des bruits de couverts et des conversations étouffées. Gabriel sortit alors un petit carnet de cuir noir de sa sacoche. Il l'ouvrit et montra à Clara une série de notes, des dates, des noms, des lieux. Depuis qu'il avait découvert l'existence du dossier Equinox, il avait enquêté en secret. Certaines rumeurs parlaient d'un coffre en Suisse, d'autres d'un avocat disparu. Mais une piste lui semblait plus concrète que les autres. Clara, penchée sur les pages, demanda laquelle. Gabriel expliqua qu'un ancien collègue de Valcourt vivait encore à Paris. Henri Lemaître, aujourd'hui âgé et reclus, aurait été témoin direct des manœuvres de l'époque. Peut-être savait-il ce qu'était devenu le dossier. Clara sentit son cœur s'accélérer et déclara qu'il devait le voir immédiatement. Gabriel secoua la tête. Lemaître avait passé sa vie à se protéger. S'il l'approchait sans précaution, il disparaîtrait avant même de parler. Il fallait préparer le terrain avec soin. Clara s'adossa à sa chaise, frustrée par sa prudence. Mais elle finit par accepter, à condition qu'elle participe directement à la rencontre. Gabriel la regarda droit dans les yeux et lui répondit qu'il n'avait jamais imaginé l'exclure. En sortant de la brasserie, la nuit tombait déjà. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune sur les pavés humides. Gabriel ralentit le pas et se rapprocha d'elle. Sa voix baissa d'un ton lorsqu'il lui dit qu'à partir de maintenant, il ne serait plus jamais seul. Clara le fixa, intriguée. Il précisa que leurs ennemis savaient qu'ils cherchaient quelque chose et qu'ils avaient probablement déjà commencé à les surveiller. Un frisson parcourut la nuque de Clara. Elle comprit que le danger n'était plus abstrait. Leur alliance fragile venait de franchir une étape décisive. Elle avait mis sa confiance, et peut-être sa vie, entre les mains de Gabriel Morel. Elle ne savait pas encore où cela les mènerait, mais au fond d'elle, une flamme nouvelle s'allumait, le sentiment de ne plus être seule face à ce combat. La nuit était tombée sur Paris et l'air froid de novembre s'infiltrait dans les rues étroites. Clara marchait à côté de Gabriel, son cœur battant plus vite qu'à l'ordinaire. Depuis qu'elle s'était engagée à l'aider dans la quête du dossier Equinox, elle avait l'impression d'être entrée dans une réalité parallèle, faite de dangers invisibles et de menaces sourdes. Chaque silhouette croisée, chaque bruit derrière eux lui paraissait suspect. Gabriel, lui, avançait avec une assurance implacable. Pourtant, son visage fermé et ses gestes mesurés révélaient qu'il était sur ses gardes. Lorsqu'ils atteignirent sa voiture, une berline noire garée non loin de la brasserie discrète où il venait de dîner, il s'arrêta brusquement et leva la main. Clara fronça les sourcils, intriguée. Il lui demanda d'attendre et inspecta les alentours avant d'ouvrir la portière du côté passager. Clara monta rapidement, ses doigts tremblants sur son sac. À peine assis derrière le volant, Gabriel démarra et s'engagea dans les rues animées. Elle brisa le silence en lui faisant remarquer qu'il avait l'air d'un homme traqué. Gabriel répondit calmement qu'il l'était déjà. Clara sentit un frisson glacial lui parcourir la nuque. Elle se retourna et vit, 2 voitures plus loin, les phares fixes d'une berline sombre qui suivait leur rythme. Une silhouette indistincte était au volant. Son souffle se bloqua lorsqu'elle demanda qui pouvait les surveiller. Gabriel expliqua que c'était probablement des hommes liés aux héritiers de Valcourt ou à leurs alliés. Même si Jean Valcourt était mort depuis des années, ceux qui avaient profité du vol d'Elisabeth protégeaient encore ce secret. Pour eux, Clara et Gabriel représentaient une menace directe. Elle croisa les bras pour contenir le tremblement de ses mains et lui reprocha presque son calme. Comment pouvait-il trouver cela normal? Gabriel esquissa un sourire froid et lui répondit qu'il avait l'habitude. Dans son monde, les ombres faisaient partie du décor. La voiture noire continua de les suivre pendant plusieurs rues avant de les dépasser brusquement et de disparaître au loin. Gabriel se détendit légèrement et déclara qu'il s'agissait d'un avertissement.
Clara, crispée, serra les dents. Était-ce donc cela leur nouvelle vie, être surveillée et menacée sans cesse? Gabriel tourna brièvement la tête vers elle. Sa voix se fit plus grave lorsqu'il ajouta que oui, à partir de maintenant, leur quotidien ressemblerait à cela. S'ils poursuivaient la vérité, ils devaient accepter d'être traqués. Clara inspira profondément et répondit qu'elle ne reculerait pas. Pas cette fois. Ils arrivèrent devant son immeuble. Avant qu'elle ne descende, Gabriel lui remit une enveloppe brune contenant des documents. Dedans se trouvaient des informations sur Henri Lemaître, l'ancien collègue de Valcourt. Gabriel expliqua qu'il tenterait de le rencontrer le lendemain, mais qu'il fallait se préparer. Clara accepta, consciente que cette rencontre pouvait tout changer. En montant les escaliers, elle remarqua une enveloppe glissée sous sa porte. Son cœur bondit. Elle la ramassa, l'ouvrit et découvrit une simple feuille blanche avec quelques mots tapés à la machine. « Arrêtez vos recherches. » Dernier avertissement. Ses mains se mirent à trembler. La menace n'était plus abstraite. Elle était entrée dans sa vie intime. Le lendemain, elle retrouva Gabriel dans un café discret. Sans attendre, elle posa l'enveloppe sur la table. Gabriel lut le message et son visage se durcit. Cela signifiait qu'il savait déjà que Clara était directement impliquée. Désormais, il surveillait chacun de ses pas. Elle sentit son ventre se nouer et demanda s'il pouvait aller jusqu'à s'en prendre à elle directement. Gabriel garda le silence, mais ce silence valait toutes les réponses. Clara sentit sa peur se transformer en colère. Elle refusa de céder à leurs menaces. Plus que jamais, elle était décidée à trouver le dossier Equinox. Gabriel approuva d'un signe de tête. Leur temps était compté et chaque erreur pouvait leur coûter la vie. En quittant le café, Clara regarda les passants pressés sous leur parapluie. Elle se sentit étrangère à ce monde ordinaire. Elle n'était plus une simple serveuse. Elle était entrée dans une guerre silencieuse où la vérité se payait cher. Et désormais, chaque pas la rapprochait de l'ombre qui les entourait. Depuis la découverte de la lettre de menace sous sa porte, Clara ne trouvait plus la paix. Elle dormait mal, se réveillait au moindre bruit et sursautait chaque fois qu'un inconnu croisait son regard un peu trop longtemps. Pourtant, une chose nouvelle s'était imposée à elle. Chaque fois que Gabriel était présent, cette peur se transformait en une force étrange. Sa présence la rassurait autant qu'elle la troublait. La veille de leur rendez-vous avec Henri Lemaître, Gabriel insista pour qu'ils passent la soirée à relire ensemble les documents qu'il lui avait confiés. Clara, après une hésitation, accepta de l'inviter chez elle. C'était la première fois qu'il pénétrait dans son univers modeste, un petit appartement décoré de souvenirs familiaux et de photos jaunies. Gabriel observa les murs avec une attention presque respectueuse. Il s'arrêta devant le portrait d'Elisabeth accroché au-dessus du bureau. Ses yeux s'adoucirent et il murmura que la jeune femme sur la photo avait les mêmes yeux brillants que Clara. Cette remarque la déstabilisa. Elle détourna le regard et répondit sèchement qu'elle n'était pas comme sa grand-mère. Gabriel secoua doucement la tête et affirma qu'elle se trompait, qu'elle avait la même force, peut-être même plus encore. Ils s'installèrent autour de la petite table de cuisine, encombrée de papiers et de tasses de thé. Ensemble, ils étudièrent les notes codées, cherchant à relier les noms et les dates. Gabriel commentait chaque détail avec une précision remarquable, tandis que Clara griffonnait des hypothèses dans un carnet. Leur collaboration, bien que nouvelle, semblait naturelle, comme si une complicité discrète les guidait. À plusieurs reprises, Clara surprit le regard de Gabriel posé sur elle. Ce n'était pas le regard calculateur d'un PDG habitué à analyser ses interlocuteurs, mais celui d'un homme qui découvrait en elle quelque chose de rare. Troublée, elle détourna les yeux, son cœur battant plus vite. Elle finit par lui demander pourquoi il la fixait ainsi. Il répondit simplement qu'elle lui rappelait ce qu'il avait perdu, la sincérité et la conviction que la vérité importait encore. Dans son monde, tout était mensonge et stratégie, mais elle, disait-il, représentait autre chose. Un silence s'installa, lourd d'émotions qu'aucun d'eux n'osait nommer. La soirée avançait quand une panne d'électricité plongea soudain l'appartement dans le noir. Clara sursauta, mais Gabriel alluma immédiatement la lampe torche de son téléphone. La lumière tamisée éclaira leurs visages si proches l'un de l'autre. Clara sentit un frisson lui parcourir la peau. Gabriel se leva pour vérifier le disjoncteur, mais Clara posa sa main sur son bras et le retint. Elle lui demanda de rester un instant. Ils demeurèrent immobiles, leur respiration se mêlant dans l'obscurité. Clara osa murmurer qu'elle avait peur, mais pas de lui. Leurs yeux se croisèrent et elle comprit qu'un fil invisible venait de se tisser entre eux, fragile mais intense. Gabriel détourna la tête, comme pour résister à une tentation. Il dit qu'il ne devrait pas s'égarer dans ce genre de sentiments. Clara répondit, la voix tremblante, que parfois ce qu'on ne devrait pas faire est exactement ce dont on a besoin. Mais il resta ferme, lui rappelant qu'il devait rester concentré. Malgré cette retenue, Clara savait que quelque chose avait changé. Une fissure venait de s'ouvrir dans les défenses de Gabriel et dans les siennes. La nuit fut agitée. Allongée dans son lit, Clara revit sans cesse son regard et la chaleur de sa présence à ses côtés. Elle se demanda si elle pouvait réellement lui faire confiance, et en même temps, si elle pouvait se permettre de le perdre. Le lendemain, lorsqu'ils se retrouvèrent pour partir chez Henri Lemaître, Gabriel remarqua aussitôt ses traits fatigués. Il dit qu'elle avait mal dormi.
Clara haussa les épaules et expliqua qu'elle avait beaucoup réfléchi. Lorsqu'il lui demanda à quoi, elle répondit qu'elle pensait à ce qu'ils faisaient et à ce qu'ils étaient en train de devenir. Gabriel garda le silence, les yeux fixés sur la route. Mais Clara crut voir sur son visage un sourire imperceptible, presque rassurant. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus seulement héritière d'une douleur familiale. Elle se sentait vivante, portée par un combat, mais aussi par un lien inattendu avec l'homme assis à ses côtés. Quoi qu'il arrive désormais, elle savait qu'il serait impossible de revenir en arrière. Le jour s'était levé sur un Paris gris et pluvieux. Clara, en descendant les escaliers de son immeuble, découvrit que sa boîte aux lettres avait été forcée. À l'intérieur, il n'y avait ni facture ni prospectus, seulement une carte noire glaciale avec 3 mots inscrits en lettres argentées. Trop tard déjà. Son cœur se serra. Elle remit la carte dans son sac, tremblante, et décida de ne rien dire avant d'avoir retrouvé Gabriel. Lorsqu'elle monta dans la voiture qu'il conduisait, elle remarqua son expression plus tendue qu'à l'ordinaire. Ses yeux scrutaient sans cesse les rétroviseurs et ses mains serraient le volant avec une crispation inhabituelle. Clara lui demanda ce qui se passait. Gabriel répondit qu'il avait reçu un message crypté dans la nuit. Quelqu'un avait piraté son téléphone. Le message était clair, laissez tomber Equinox. Dernier avertissement. Clara sortit la carte noire de son sac et la posa sur la console. Gabriel la regarda et ses mâchoires se durcirent. Ils comprirent qu'ils avaient tous deux été visés, chacun de leur côté. C'était plus qu'une intimidation, c'était une déclaration de guerre. Ils continuèrent leur route vers l'appartement d'Henri Lemaître, l'ancien collègue de Valcourt. Le bâtiment, vétuste, se dressait dans une rue sombre. Les escaliers étroits résonnaient de leurs pas nerveux. Lorsqu'ils arrivèrent devant la porte, ils remarquèrent qu'elle était entr'ouverte. Gabriel leva la main pour imposer le silence et poussa doucement le battant. L'appartement était dévasté. Les tiroirs renversés, les papiers éparpillés et les meubles brisés donnaient l'image d'une intrusion brutale. Clara porta la main à sa bouche. Gabriel, plus froid, observa chaque détail avec attention. Sur le mur, écrit à la hâte avec un marqueur rouge, un seul mot apparaissait, oublié. Clara murmura que leurs ennemis étaient passés avant eux. Gabriel confirma et ajouta que ce saccage n'était pas seulement destiné à fouiller l'appartement. C'était aussi un message clair. Clara demanda ce qu'il était advenu de Lemaître. Gabriel répondit qu'il espérait qu'il avait eu le temps de fuir. Mais son silence lourd laissait deviner une autre hypothèse. Alors qu'il s'apprêtait à quitter les lieux, Gabriel aperçut un carnet dissimulé sous une planche du parquet. Il le ramassa discrètement et le glissa dans sa veste avant de presser Clara vers la sortie. Dans la voiture, Clara explosa. Il les menaçait, détruisait leurs pistes, effaçait les témoins. Comment pouvaient-ils continuer à jouer selon les règles de leurs ennemis? Gabriel répondit que c'était effectivement leur stratégie. Mais il ajouta que leurs adversaires venaient de commettre une erreur. En agissant aussi brutalement, ils montraient leur peur. Ils rentrèrent chez Gabriel pour examiner le carnet trouvé chez Lemaître. Son appartement, luxueux mais glacial, contrastait avec le désordre qu'il venait de quitter. Gabriel posa le carnet sur la table et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, ils découvrirent des notes codées, des schémas et des initiales qui semblaient indéchiffrables. Clara, frustrée, déclara que leurs ennemis ne leur laisseraient pas le temps de comprendre ce code. Gabriel leva les yeux vers elle et lui dit qu'il n'avait pas le choix. Ces notes pouvaient contenir l'indice qui les mènerait au dossier Equinox. Clara se laissa tomber sur le canapé, épuisée, et demanda ce qu'ils allaient faire si leurs ennemis continuaient à les devancer. Gabriel s'approcha, s'agenouilla presque devant elle et posa une main ferme sur son épaule. Il lui demanda de lui promettre une chose, ne jamais croire ce que leurs adversaires pourraient dire sur lui. Clara le fixa, étonnée. Il expliqua que ses ennemis connaissaient ses faiblesses et qu'ils n'hésiteraient pas à les utiliser contre lui. Il savait qu'il tenait à elle, et il pouvait exploiter ce lien pour les séparer. Clara sentit un frisson la parcourir. Elle baissa les yeux, consciente que quelque chose d'invisible venait d'être avoué. Gabriel, cet homme d'apparence invincible, venait d'admettre qu'elle représentait pour lui plus qu'une simple alliée. Leurs regards se croisèrent, lourds d'une intensité nouvelle. Clara comprit alors que leur combat ne se jouait pas seulement contre l'ombre d'un empire corrompu. Il se jouait aussi entre eux, dans cette confiance fragile qui les liait. Dehors, la pluie s'était remise à tomber. Le bruit des gouttes résonnait contre les vitres comme une mélodie sombre. À l'intérieur, Clara et Gabriel savaient que les coups bas ne faisaient que commencer. Mais malgré la peur, elle ressentait au fond d'elle une certitude. Ensemble, ils pouvaient résister. Ensemble, ils avaient une chance. L'aube grise se glissait à travers les rideaux de l'appartement. Clara, assise sur le canapé, observait Gabriel qui n'avait pas quitté son fauteuil de toute la nuit. Ses yeux rougis trahissaient les heures passées à scruter le carnet de Lemaître sans relâche. Elle avait fini par s'assoupir quelques minutes, mais un bruit de vibration la réveilla. Le téléphone de Gabriel clignotait sur la table basse. Clara se pencha et lut le message qui venait d'arriver. Réunion d'urgence. Conseil extraordinaire. Elle le secoua doucement. Gabriel ouvrit les yeux, vit le message et son visage se ferma immédiatement. Sa mâchoire se crispa et il murmura qu'il bougeait plus vite que prévu.
Quelques heures plus tard, il franchissait le hall du siège du groupe Morel, un gratte-ciel de verre et d'acier qui dominait la capitale comme une forteresse moderne. Clara suivait Gabriel de près, intimidée par l'agitation qui régnait autour d'eux. Les regards se tournaient vers lui avec curiosité, suspicion ou mépris. L'homme de pouvoir qu'il avait toujours été ne paraissait plus invincible. Dans la grande salle du conseil, une dizaine de membres influents les attendaient déjà. Le parfum cher et l'élégance des costumes contrastaient avec l'air lourd de tension. Gabriel prit place en bout de table, Clara restant discrètement en retrait. Le président du conseil, un vieil homme aux cheveux argentés, prit la parole d'une voix implacable. Il déclara que des accusations graves circulaient. Des documents avaient été transmis à la presse et liaient directement Gabriel à des opérations illégales. Clara sentit son sang se glacer. Elle chercha le regard de Gabriel, mais celui-ci resta impassible. Il affirma que tout cela n'était que mensonge. Pourtant, une femme assise à sa gauche sortit une chemise remplie de papiers et annonça qu'il détenait des preuves de comptes offshore et de contrats occultes signés de sa main. Gabriel prit les documents, les parcourut rapidement et affirma que c'était des faux. Mais la salle restait figée, sceptique. Un autre membre du conseil prit la parole. Il déclara que le problème n'était pas seulement la réputation de Gabriel, mais la survie de l'entreprise elle-même. Dans ces conditions, ils avaient voté une motion exceptionnelle pour sa suspension immédiate. Clara, stupéfaite, retint un cri. Elle vit Gabriel se lever brusquement, les poings serrés. Sa voix résonna avec force lorsqu'il leur dit qu'il n'avait pas ce pouvoir. Mais le président confirma que la décision avait déjà été actée. À partir de ce jour, Gabriel n'était plus le PDG du groupe Morel. Un silence lourd suivit cette annonce. Clara eut l'impression que l'air manquait dans la pièce. Gabriel, d'ordinaire si sûr de lui, paraissait vaciller. La décision avait été une humiliation publique. En sortant de la salle, il marchait vite, presque furieux. Clara dut accélérer le pas pour le rattraper. Elle l'appela, mais il continua jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un couloir désert. Il s'arrêta, son souffle court, et déclara qu'il l'avait piégé. Ses propres associés avaient fabriqué ces preuves pour le renverser. Clara lui demanda pourquoi maintenant. Gabriel répondit que c'était parce qu'il savait. Il savait qu'il cherchait le dossier Equinox. Le plus sûr moyen de l'arrêter était de le détruire de l'intérieur. Elle sentit une peur sourde la traverser. Elle murmura qu'ils étaient désormais seuls. Gabriel plongea son regard dans le sien. Ses yeux, d'habitude si durs, brillaient de rage et de douleur. Il admit qu'il lui avait tout pris, sa position, ses ressources, ses protections. Il détourna la tête, ses épaules soudain affaissées. Pour la première fois, Clara vit un homme brisé, un être vulnérable dépouillé de son armure. Il lui dit qu'elle pouvait encore partir, qu'elle n'était pas obligée de continuer. Mais Clara secoua la tête. Ce combat n'était pas seulement le sien, il était aussi le sien désormais. Elle refusa de l'abandonner. Gabriel resta silencieux, mais dans ses yeux passa une lueur différente, peut-être de gratitude ou peut-être d'espoir. De retour chez lui, il jeta sa veste au sol et s'affaissa dans son fauteuil. Clara s'assit en face de lui. Elle lui demanda ce qu'ils allaient faire maintenant. Gabriel posa le carnet de le mettre entre eux. Sa voix était ferme lorsqu'il répondit qu'ils allaient continuer. Ses ennemis croyaient l'avoir détruit, mais ils n'avaient plus rien à perdre. Et lorsqu'un homme n'a plus rien à perdre, ajouta-t-il, il devient le plus dangereux. Un frisson parcourut Clara. Elle comprit que cette chute n'était pas une fin. C'était le début d'une bataille encore plus risquée. Désormais, ils n'étaient plus seulement des chercheurs de vérité. Ils étaient devenus des fugitifs dans un monde où l'ombre gagnait du terrain. L'appartement de Gabriel ressemblait à un champ de bataille silencieux. Sur la table basse s'étalaient des papiers froissés, des croquis, et au centre, le carnet de le maître. Clara, assise en tailleur, se penchait dessus, les yeux brûlés par la fatigue. Depuis des heures, elle tournait les pages couvertes de chiffres et de symboles étranges. Mais plus elle regardait, plus cela lui semblait indéchiffrable. Elle soupira et se laissa tomber contre le dossier du canapé. Gabriel, en face, gardait la tête appuyée sur ses mains jointes. Ses yeux fixaient le carnet avec une intensité glaciale. Il ne pouvait pas croire que le maître ait laissé des pages sans signification. Non, il y avait un code. Il était convaincu que ce carnet cachait quelque chose d'essentiel. Clara le regarda entourer certains chiffres au crayon et relier les lignes avec des flèches. Il finit par lui montrer une série répétitive. Les mêmes séquences de chiffres revenaient comme un refrain. Clara se pencha, intriguée. Il expliqua que ce n'était pas du hasard mais une substitution, un code chiffré qui associait chaque chiffre à une lettre. Ils passèrent des heures à tester des combinaisons, alignant patiemment lettres et chiffres. Clara griffonnait sur un carnet, effaçait, recommençait. Leurs doigts se frôlaient parfois lorsqu'il échangeait les feuilles, et dans le silence pesant, elle sentait son cœur battre plus vite. Soudain, une exclamation lui échappa. Une phrase venait d'apparaître clairement sur la page. Ses yeux parcoururent les mots plusieurs fois pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Dossier Equinox caché. Banque Helvetia, Genève. Coffre 214. Le silence qui suivit résonna plus fort que n'importe quel bruit. Clara sentit ses mains trembler. Le dossier n'était pas une légende. Il existait réellement et sa grand-mère l'avait protégé jusqu'au bout.
Ses yeux se remplirent de larmes. Elle murmura que tout ce qu'Elisabeth avait dit était vrai. Gabriel, debout d'un bond, fit tomber sa chaise. Ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle. Il répéta que personne ne devait savoir qu'ils avaient découvert l'indice. S'ils parlaient trop tôt, on les arrêterait avant même d'atteindre Genève. Clara serra les documents contre elle, déjà animée par une impatience fébrile. Elle se voyait ouvrir ce coffre et laver l'honneur de sa grand-mère. Mais une peur sourde s'insinua dans son esprit. Et si le dossier avait déjà été trouvé? Et si leurs ennemis les attendaient là-bas? Gabriel posa une main ferme sur ses épaules et la fixa dans les yeux. Même si le coffre était vide, dit-il, ils devaient essayer. C'était leur seule chance. Clara hocha la tête et sentit une force nouvelle l'envahir. Ils passèrent la nuit à préparer leur départ. Gabriel appela des contacts de confiance pour organiser un trajet discret. Clara rassembla les carnets de sa grand-mère et les enferma dans son sac. Chaque geste était accompagné d'une tension palpable. Elle savait qu'ils n'avaient plus le droit à l'erreur. Alors qu'ils vérifiaient une dernière fois leurs affaires, un bruit sec retentit. La vitre du salon vola en éclats sous l'impact d'une balle. Clara cria et se jeta au sol. Gabriel la plaqua aussitôt derrière le canapé. Le cœur battant à tout rompre, elle entendit son souffle rapide. Il sortit son téléphone et ordonna à voix basse qu'une voiture soit prête immédiatement. Clara tremblait de toutes ses forces. Ses yeux cherchaient les siens, et dans ce regard brûlant, elle lut une détermination glaciale. Ils devaient quitter les lieux sans perdre une minute. Quelques instants plus tard, une voiture noire aux vitres teintées les attendait devant l'immeuble. Ils y montèrent précipitamment, protégés par deux hommes discrets recrutés par Gabriel. Le trajet se fit dans un silence oppressant. Clara tenait le carnet de le mettre serré contre sa poitrine comme si sa vie en dépendait. Gabriel, assis à côté d'elle, fixait la route. Il déclara que ce petit cahier venait de leur donner la clé de tout, mais qu'il avait signé en même temps leur condamnation. Clara tourna la tête vers lui et posa une main tremblante sur son bras. Sa voix était ferme malgré la peur. Même si tout devait finir demain, au moins il mourrait pour la vérité. Gabriel resta immobile quelques secondes, puis se tourna vers elle. Son regard s'adoucit, empli d'une admiration qu'il ne cherchait plus à cacher. Ils s'enfonçaient déjà dans la nuit, laissant Paris derrière eux. La route vers Genève les attendait, semée d'ombres et de pièges. Mais au milieu de cette peur, Clara sentit une certitude éclore en elle. Le combat de sa grand-mère n'était plus seulement un souvenir douloureux. C'était désormais le sien. La route vers Genève s'étirait sous un ciel chargé. À travers les vitres teintées de la voiture, Clara observait les paysages défiler, mais son esprit restait fixé sur la boîte en fer qu'elle imaginait déjà entre ses mains. Chaque kilomètre la rapprochait du coffre évoqué par le maître. Pourtant, plus ils avançaient, plus une angoisse grandissait en elle. Leurs ennemis ne resteraient pas inactifs. À leur arrivée dans la ville suisse, l'air des Alpes paraissait pur et froid, mais Clara ne le savourait pas. Gabriel les conduisit directement dans un bâtiment sobre du centre-ville, la Banque Helvetia. L'édifice, massif et discret, ressemblait à une forteresse silencieuse. L'intérieur dégageait une impression de sécurité absolue, avec ses marbres clairs et son silence pesant. Un directeur, poli mais distant, les accueillit. Grâce à des documents préparés en secret, Gabriel parvint à obtenir l'accès au coffre 214. Clara sentit son cœur battre si fort qu'elle crut qu'on pouvait l'entendre résonner dans le hall. Ils descendirent ensuite dans les sous-sols. Les couloirs métalliques semblaient infinis et chaque pas résonnait comme une menace. Enfin, l'employé s'arrêta devant un vieux coffre gris, marqué du numéro tant attendu. Gabriel inséra une clé récupérée grâce aux notes codées et l'employé compléta avec la combinaison. Le mécanisme grinça, et la porte s'ouvrit lentement. À l'intérieur, une boîte en fer reposait, intacte. Clara la saisit avec des mains tremblantes. Elle l'ouvrit, et ses yeux s'emplirent de larmes. Devant elle, soigneusement rangés, se trouvaient des liasses de documents originaux. Les croquis de sa grand-mère, des lettres signées de sa main, et surtout un dossier complet retraçant la spoliation orchestrée par Valcourt et ses complices. C'était la preuve ultime. Clara murmura que sa grand-mère avait dit vrai. Elle avait conservé son héritage, malgré tout. Gabriel, debout à côté d'elle, feuilletait déjà les pages. Son visage, habituellement impassible, laissait apparaître une intensité nouvelle. Il déclara que ces documents étaient irréfutables, que leurs ennemis ne pourraient plus jamais nier. Mais avant qu'ils ne puissent savourer leur découverte, un bruit sourd retentit dans le couloir. Clara sursauta et serra la boîte contre elle. Gabriel referma le coffre avec un geste rapide et fit signe de se taire. Des pas lourds résonnaient, se rapprochant à mesure que leur respiration s'accélérait. 3 hommes apparurent à l'entrée du couloir. Leurs costumes sombres et leurs visages fermés trahissaient leur mission. L'un d'eux s'avança et ordonna d'une voix glaciale qu'ils remettent la boîte. Clara recula, refusant de lâcher l'objet. Gabriel se plaça devant elle, son corps formant un rempart. L'homme ricana. Il déclara qu'il ne faisait que protéger un empire bâti depuis des décennies et que Gabriel avait déjà été écarté. Sa chute n'était qu'un prélude. Les silhouettes s'avancèrent encore, menaçantes. Gabriel saisit Clara par la main et l'entraîna dans un couloir latéral. Leurs pas résonnaient dans le dédale métallique tandis que les hommes les poursuivaient. Clara serrait la boîte comme si sa vie en dépendait.
Chaque tournant semblait les rapprocher d'une impasse. Ils finirent par se réfugier dans une réserve obscure, remplie d'archives poussiéreuses. Gabriel referma la porte derrière eux et la bloqua avec une barre métallique. Clara, haletante, lui murmura qu'ils étaient coincés. Gabriel posa ses mains sur ses épaules et plongea son regard dans le sien. Peu importait ce qui allait arriver, elle devait garder la boîte et sortir d'ici vivante. Clara secoua la tête, les larmes aux yeux. Elle affirma qu'elle ne l'abandonnerait pas. La porte vibra sous les coups des assaillants. Gabriel esquissa un sourire triste et dit qu'elle était têtue, comme sa grand-mère. Le métal finit par céder. Les hommes surgirent, armés et déterminés. Clara cria, mais au même instant, des sirènes retentirent. Des policiers suisses envahirent les sous-sols, armes levées. Les agresseurs furent maîtrisés en quelques secondes. Clara, encore tremblante, se tourna vers Gabriel. Elle n'arrivait pas à croire à ce retournement. Un officier s'approcha et expliqua que le maître avait prévu cette éventualité. Avant sa disparition, il avait transmis un signalement. Si quelqu'un tentait d'accéder au coffre, les autorités devaient intervenir immédiatement. Clara sentit ses jambes fléchir. Gabriel la soutint, son bras solide autour d'elle. Elle comprit qu'ils venaient de franchir une étape. Ils avaient récupéré le dossier, mais leurs ennemis ne s'arrêteraient pas là. En sortant de la banque, Clara leva les yeux vers le ciel gris de Genève. Ses mains tremblaient encore autour de la boîte, mais dans son cœur brûlait une certitude. La vérité était désormais entre leurs mains. Le train les ramenait vers Paris. Par la vitre, Clara regardait défiler les paysages brumeux sans vraiment les voir. La boîte en fer reposait sur ses genoux, lourde comme un cœur battant. Elle ne pouvait s'empêcher de resserrer ses bras autour d'elle, comme si quelqu'un pouvait surgir d'un instant à l'autre pour la lui arracher. Face à elle, Gabriel fixait le paysage avec un air sombre. Depuis Genève, il n'avait presque pas dit un mot. Le silence pesait entre eux comme une barrière invisible. À leur arrivée, la nuit recouvrait déjà la ville. Gabriel les conduisit dans un appartement discret qu'il utilisait rarement, loin des regards et des lieux surveillés. L'endroit était nu, froid, presque impersonnel, mais pour Clara il représentait un abri provisoire. Elle posa la boîte sur la table et demanda d'une voix ferme ce qu'il devait faire maintenant. Gabriel répondit qu'il fallait publier les documents, mais pas à la légère. S'ils se trompaient, leurs ennemis auraient le temps de tout étouffer. À ce moment-là, un bruit sec retentit. Une enveloppe avait été glissée sous la porte. Clara sursauta, s'en empara et l'ouvrit aussitôt. À l'intérieur, une série de photographies. Son sang se glaça. On y voyait Gabriel, plus jeune, assis à une table en compagnie d'hommes qu'elle savait liés aux héritiers de Valcourt. Sur plusieurs clichés, il serrait des mains, signait des documents, souriait à leur côté. Sur l'un d'eux, il levait une coupe de champagne aux côtés d'un protecteur du secret. Clara recula, tremblante. Elle demanda ce que signifiaient ces images. Gabriel les prit, les observa longuement, puis déclara que ce n'étaient pas des montages mais des vérités sorties de leur contexte. Elle l'accusa de mensonge. Il finit par avouer qu'il avait effectivement travaillé avec eux. À l'époque, il croyait pouvoir réformer de l'intérieur. Ce n'est que plus tard qu'il avait découvert l'ampleur de la corruption. Clara sentit ses forces l'abandonner. Elle avait envie de croire ces mots, mais les images restaient là, indélébiles. Elle se leva brusquement, sa voix vibrante de colère. Et si tout cela n'était qu'une manipulation? Et si Gabriel était, depuis le début, l'instrument de ceux qu'il combattait? Gabriel se leva à son tour et la fixa avec une intensité brûlante. Il lui demanda si elle croyait vraiment qu'il aurait risqué sa vie, perdu sa position, tout sacrifié, s'il travaillait encore pour eux. Clara baissa les yeux, incapable de répondre. Une part d'elle savait qu'il disait vrai, mais une autre, marquée par la trahison d'Elisabeth, refusait de s'abandonner aveuglément. Elle murmura qu'elle ne pouvait pas supporter d'être trompée une seconde fois. Gabriel posa une main sur la boîte et déclara que la décision lui appartenait. Si elle ne pouvait pas lui faire confiance, elle devait prendre la boîte et partir. Mais si elle choisissait de rester, ils iraient ensemble jusqu'au bout. Clara le fixa longuement. Ses yeux reflétaient la douleur et la sincérité mêlées. Pourtant, la peur prenait le dessus. Elle prit la boîte et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, Gabriel ajouta d'une voix basse qu'il n'avait jamais cessé de croire en elle. Dans la nuit glaciale, Clara marcha longtemps, ses bras serrés autour de la boîte. Ses pas résonnaient sur les pavés, accompagnés de pensées tourbillonnantes. Pouvait-elle continuer seule? Devait-elle lui faire confiance malgré tout? Sous un réverbère, elle s'arrêta, ouvrit la boîte et contempla de nouveau les croquis de sa grand-mère. Ses yeux s'arrêtèrent sur la lettre. Une phrase résonna dans son esprit. La vérité ne peut éclater qu'avec ceux qui osent s'unir. Les larmes montèrent. Elisabeth n'avait pas mené son combat seule. Elle avait cru en des alliés, même si certains l'avaient trahi. Clara comprit alors que le courage ne consistait pas seulement à affronter ses ennemis, mais aussi à choisir de faire confiance malgré la peur. Elle referma la boîte et leva les yeux vers le ciel sombre. Son cœur battait fort, mais une décision venait de s'imposer à elle. Gabriel n'était pas parfait. Il portait ses erreurs, ses zones d'ombre. Mais il avait choisi de se battre à ses côtés et, plus encore, de tout perdre pour cette vérité. Clara essuya ses larmes et reprit sa marche. Elle savait désormais qu'elle devait retourner vers lui.
La confiance était un pari risqué, mais c'était le seul moyen de gagner. La nuit parisienne s'étendait encore quand Clara frappa à la porte de l'appartement discret. Ses pas avaient résonné longtemps sur les pavés humides, son souffle s'était accéléré à mesure qu'elle approchait. Elle savait que son choix était irréversible. Gabriel ouvrit aussitôt, comme s'il l'attendait. Son visage marqué par la fatigue s'illumina légèrement à sa vue. Clara entra, posa la boîte en fer sur la table et déclara d'une voix ferme qu'elle avait pris sa décision. Elle lui faisait confiance, mais cette fois, les choses se feraient à sa manière. Gabriel resta silencieux quelques instants, surpris, puis acquiesça. Il comprit qu'il n'était plus le seul à tenir les rênes de cette quête. Ils passèrent la journée à élaborer un plan. Clara voulait s'assurer que les preuves contenues dans la boîte ne pourraient plus être enterrées. Les publier sans préparation aurait été trop dangereux. Ensemble, ils décidèrent de frapper là où leurs ennemis ne pourraient pas contrôler la réaction, l'opinion publique. Gabriel activa d'anciens réseaux, des journalistes indépendants, des militants, quelques politiciens discrets. Clara scanna les documents et les sauvegarda sur plusieurs serveurs cryptés, déterminée à ce qu'aucune main ennemie ne puisse les détruire. Chaque geste renforçait sa conviction. Elle n'était plus seulement la petite fille d'une inventrice trahie, mais l'héritière d'un combat. Le soir venu, ils s'installèrent devant une caméra. L'appartement était plongé dans une semi-obscurité volontaire. Clara parla la première. Sa voix tremblait légèrement, mais ses mots étaient clairs. Elle déclara son nom, rappela l'histoire de sa grand-mère et affirma détenir les preuves irréfutables du vol. Gabriel prit le relais, expliquant que ces documents révélaient aussi un système corrompu, des décennies de manipulation et d'enrichissement illégitime. Leur message fut diffusé en direct sur Internet. Les partages se multiplièrent à une vitesse vertigineuse. En quelques heures, l'histoire fit le tour des réseaux sociaux, relayée par des médias alternatifs puis par la presse internationale. Le nom d'Elisabeth Desmarais, oublié depuis 40 ans, refit surface. Leur victoire apparente attira cependant de nouvelles attaques. Des campagnes de diffamation éclatèrent. Clara fut qualifiée d'opportuniste, Gabriel de traître. Mais cette fois, quelque chose avait changé. La vérité avait franchi les barrières de l'ombre. Les preuves circulaient déjà trop largement pour être étouffées. Quelques jours plus tard, une conférence publique fut organisée dans un grand auditorium parisien. Journalistes, avocats, chercheurs et curieux s'y pressaient. Clara, vêtue simplement mais avec dignité, monta sur scène aux côtés de Gabriel. Elle ouvrit la boîte en fer et présenta un à un les croquis originaux, les brevets falsifiés et la lettre poignante de sa grand-mère. Chaque caméra captait ses preuves, les diffusant en direct au monde entier. Sa voix résonna claire et ferme, la vérité ne pouvait plus être niée. Elisabeth avait été volée, mais son héritage retrouvait enfin la lumière. La salle éclata en applaudissements. Certains journalistes avaient les yeux humides. Gabriel, légèrement en retrait, observait Clara avec fierté. À la sortie, ils furent entourés par une foule de soutien, mais aussi protégés par la police. Le danger n'avait pas disparu, mais l'équilibre avait changé. Le silence n'était plus possible. Les ennemis perdaient peu à peu le contrôle. Ce soir-là, réfugiés dans un appartement sécurisé, Clara et Gabriel s'accordèrent enfin un moment de répit. Ils trinquèrent avec un verre de vin rouge. Clara leva son verre et dit simplement « Pour Elisabeth ». Gabriel hocha la tête, ses yeux brillants. « Et pour vous ?» répondit-il. Leurs regards se croisèrent longuement. Clara posa sa main sur la sienne et murmura qu'il était resté à ses côtés malgré tout. Gabriel se pencha légèrement, et leurs lèvres se rencontrèrent enfin. Ce baiser n'effaçait pas les blessures, mais il scellait un choix. Ils avaient décidé de bâtir ensemble un avenir sur la vérité et l'amour, malgré les ombres qui rôdaient encore. Quelques semaines plus tard, une cérémonie officielle fut organisée. Le nom d'Elisabeth Desmarais fut réhabilité. Clara, émue, reçut au nom de sa grand-mère une reconnaissance nationale. Dans son discours, elle affirma que l'héritage d'Elisabeth n'était pas seulement une invention, mais une leçon. La vérité finit toujours par éclater si quelqu'un ose la défendre. Le public applaudit longuement. Gabriel, resté à ses côtés dans l'ombre, savait qu'ils avaient gagné plus qu'une bataille. Ils avaient ouvert un chemin. Clara et lui, désormais liés, pouvaient avancer vers un avenir commun. Un avenir construit non pas sur les mensonges ou la peur, mais sur l'amour, la justice et la mémoire retrouvée.